Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo. Cette semaine, je vais vous faire un petit point sur le Bitcoin parce qu'il y en a qui commencent à s'impatienter. Il y en a qui me disent que je perds mon temps à analyser le Bitcoin alors qu'il y a d'autres opportunités à côté. Je vais aussi vous parler des métaux précieux, notamment de l'or et de l'argent qui sont en train de dévisser. Ils ont dévissé très fortement cette semaine. Donc on va resituer tout ça un petit peu dans les cycles et je vais vous donner notamment un cours sur les actifs leaders d'une classe d'actifs comparativement aux actifs secondaires. Donc l'or, l'argent sont un excellent cas pratique qu'on va pouvoir transposer notamment au monde des cryptos. Et enfin, on va faire une analyse des indices boursiers et on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Est-ce qu'on va avoir un choc de volatilité ou pas au cours des prochaines semaines? Si c'est le cas, ce sera une super opportunité pour renforcer les portefeuilles long terme. Et ça va bien drainer les marchés. On va pouvoir repartir sur une nouvelle hausse bien forte au cours des prochains trimestres. Si ce n'est pas le cas, il faudra au moins observer une bonne stabilisation des indices. Et ça, je vais vous le détailler. Vous allez voir. C'est purement statistique, on va partir sur des données des bandes de Bollinger sur 2 unités de temps et notamment la moyenne mobile à 20 bars sur 2 unités de temps pour qu'en un clin d'œil, vous puissiez, comme ça, si vous n'êtes pas un analyste technique expérimenté, vous puissiez comprendre tout de suite où en est n'importe quel type d'actif. Donc une super vidéo, plein de pépites, beaucoup d'enseignements, c'est parti. Allez, je vous prends 20 secondes avant de commencer et de partir sur l'analyse du Bitcoin. J'ai mis en place une grande nouveauté. Donc, je vais vous envoyer des emails qui seront quasi quotidiens. Donc, en principe, le lundi, le mardi, le jeudi, le vendredi. Certaines semaines, ce sera un petit peu moins. Mais voilà, dans ces emails, je vais vous apporter mes meilleures recommandations, mes meilleures pépites sur notamment le mindset, ce qui se passe dans ma vie de tous les jours et comment est-ce que je m'en sers pour renforcer mes qualités de spéculateur et d'investisseur, les leçons que je tire des investisseurs et des spéculateurs de mon entourage, quand il y a des recommandations à faire qui se font en live, notamment si on a un choc de volatilité au cours des prochaines semaines, très probablement que les portefeuilles long terme, on pourra les renforcer. Ça, je vous en parlerai dans mes emails. Ces emails sont privés, c'est-à-dire que le contenu qui figurera dans ces emails ne figurera nulle part ailleurs. Donc si vous voulez rejoindre ma liste d'emails privés, vous allez simplement cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de cette vidéo, vous allez être redirigé sur cette page et vous cliquez sur recevoir les emails, vous rentrez votre meilleure adresse email et à partir de lundi, vous allez recevoir quasi quotidiennement mon univers, mes emails. Je vais essayer de vous faire rentrer dans cet univers qui est assez atypique, qui est celui de l'investissement et c'est pas de l'investissement entre guillemets, on tire sur la gâchette où tous les jours on fait 2000 opérations. Non, on est vraiment là pour faire du qualitatif et transformer, se recabler mentalement et c'est ce que je vais essayer de faire avec vous, en tout cas c'est ce que je vais faire avec la communauté. Deuxième chose, si vous êtes déjà inscrit sur ma mailing list et que vous recevez régulièrement mes emails, ça sert à rien de vous réinscrire là, parce que de toute façon vous avez déjà commencé à les recevoir cette semaine, ces fameux emails privés. Et dernière chose, si vous ne voulez plus recevoir mes emails, tout simplement vous scrollez tout en bas du prochain email que je vais vous envoyer et vous cliquez sur vous désabonner et c'est tout, vous ne recevrez plus jamais d'email de ma part. Donc ça permet vraiment d'avoir une relation entre vous et moi qui soit bonne. Je veux pas que vous subissiez ces emails. Si vous n'avez pas envie de les recevoir, tout simplement vous désinscrivez et il n'y a aucun souci par rapport à ça. Allez, analyse du Bitcoin contre l'euro. Donc, je vous résume, il n'y a pas grand-chose qui s'est passé depuis la semaine dernière. Donc là, on est en journalier, donc il y a pas mal de petites barres. La semaine dernière, je vous ai expliqué, on avait ce point d'inflexion qui s'est formé, cassure. Donc là, on allait chercher la petite résistance à court terme, mais on était en train de former potentiellement un gros triangle. Donc, je vous avais tracé les traits comme ça en vous disant, voilà, grosso modo, ça devrait faire du ping-pong entre les deux bornes du triangle. Après, peut-être le triangle va prendre une autre forme, mais en tout cas, on va ranger, on va calmer un petit peu la volatilité, sauf si bien entendu, on vient à casser par le bas ce support. Et là, on ira chercher la zone des 7000, mais à mon sens, c'est moins probable puisque on a vraiment, encore une fois, sur le moyen terme, je vous passe ça en hebdomadaire, on a libéré l'énorme consolidation là, on l'a libéré ici pendant la dernière semaine du mois de juillet. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, la dynamique est davantage à la hausse. On est censé
censé avoir une volatilité. Vous savez, pendant les marchés haussiers, la volatilité est beaucoup plus faible que pendant les marchés baissiers ou que pendant les ranges. Donc là, on est en train de sortir d'une période de range, donc d'une période de forte volatilité, et on est censé être rentré dans un cycle de hausse à partir de la dernière semaine du mois de juillet. Et donc ces cycles de hausse sont marqués par, notamment pendant la première et la deuxième phase, une volatilité qui est relativement faible et une tendance haussière qui se met en place et qui s'accélère au fil des mois et des trimestres. Et c'est à la toute fin du cycle de hausse que la volatilité explose parce que l'actif se met à monter en flèche avec beaucoup d'irrationalité, et c'est là où en général on entend le taxi, la coiffeuse, Nabila, la boulangère, tout le monde a un avis sur le Bitcoin, qu'il soit positif ou négatif. Ça, à la limite, on s'en fout. La vraie problématique, c'est quand tout le monde se met à en parler. Parce que c'est quelque chose qui ne devrait pas monopoliser le sujet des conversations des gens qui ne sont pas des professionnels ou des investisseurs ou des spéculateurs. Quand ce genre de phénomène arrive, c'est, croyez-moi, on est sur un point d'inflexion. On est dans une zone où les choses vont très probablement s'inverser. Donc là, pour le moment, comme je vous l'ai dit, le Bitcoin en hebdomadaire, il prend tranquillement, il stabilise là, il devrait tranquillement prendre son envol. Il faut être patient. J'ai eu un message de quelqu'un qui me disait: non mais Cédric, t'es gentil avec ton Bitcoin, mais là, depuis que tu l'analyses et que tu nous dis que c'est en range depuis 2 ans, il y avait plein d'opportunités sur les marchés, lâche ton Bitcoin et va te concentrer sur d'autres opportunités. Alors, je voulais simplement vous dire que le Bitcoin, si je l'analyse chaque semaine, c'est pas pour moi, c'est pour vous. Moi, l'analyse, ça me prend 5 secondes et c'est fini. J'ai juste à regarder, je vois très bien qu'on n'est pas dans un nouveau cycle, je le mets de côté et on rentre dans un nouveau cycle, je prends la position et c'est terminé. Après, j'ai juste à faire le suivi et c'est fini. Si j'analyse le Bitcoin chaque semaine, c'est en prenant le temps, c'est pour vous éviter déjà de faire des bêtises, de faire du all-in sur un actif qui pourrait partir très fortement à la baisse, pour vous sensibiliser au fait qu'il ne faut pas faire all-in sur un actif, et d'autant plus sur le Bitcoin parce que c'est un actif qui est extrêmement volatile et que cette volatilité va générer des émotions chez vous qui elles-mêmes vont vous faire prendre des mauvaises décisions au pire moment. Et ensuite, tout simplement parce qu'on me le demande. C'est-à-dire qu'on me le demande vraiment. Si je ne fais pas une analyse du Bitcoin pendant la semaine, croyez-moi, je vais recevoir pendant toute la semaine. Et au fait, quand est-ce que tu parles du Bitcoin? Est-ce que tu pourrais parler aussi de l'Ethereum et de ça et de ça? Donc voilà, c'est pour ça que je me cantonne à faire cette petite analyse hebdomadaire. C'est un très bon cas pour apprendre à spéculer, améliorer sa spéculation. Donc vraiment super cas pratique, semaine après semaine. Vous voyez, on n'a pas quand même passé depuis 2017, depuis milieu 2017 que je l'analyse quasi hebdomadaire, ce Bitcoin. Ça fait quand même pratiquement 3 ans qu'on est en train de l'analyser ensemble. Donc on a quand même appris, j'imagine que vous avez appris quand même pas mal de choses en ayant cette petite analyse hebdomadaire. Oui, et donc ce que je voulais rebondir, c'est que bien entendu, il y a plein d'opportunités à côté. Les screeners, toutes les opportunités qu'on trouve dans mon école, toutes les opportunités que les swing traders daily de ma communauté saisissent et trouvent grâce aux screeners et aux stratégies qu'ils utilisent. Ces stratégies sont basées sur des anomalies de marché. Les anomalies de marché, ce sont les chercheurs dans les grandes universités américaines, vous savez, les gens avec les grosses lunettes là et des chemises mal taillées qui font des recherches statistiques pour trouver des comportements boursiers qui se répètent, et quand vous avez 1000 chercheurs sur 1000 universités américaines différentes au cours des 40 dernières années qui tombent systématiquement sur la même anomalie de marché, c'est qu'on a quelque chose de solide. Donc il faut aller étudier cette anomalie de marché, la comprendre, créer une stratégie autour d'elle et transformer cette stratégie en une routine quotidienne pour pouvoir exploiter cette anomalie de marché, tout en ayant une routine légère, quelque chose qui soit facile et qui ne prenne pas beaucoup d'émotions et pas de temps, et que sur le moyen long terme, ce soit quelque chose d'extrêmement rentable. Alors, événement marquant de cette semaine, sur le gold, là, on a eu donc cette petite correction, vous voyez, on est en hebdomadaire, donc on a une semaine de baisse, idem, on est entre les bandes de Bollinger, vous voyez que là on est sur le support de la moyenne mobile à 20 semaines, on pourrait aussi tracer un espèce de canal, c'est pas extrêmement, voilà. Allez, est-ce que l'analyse technique va nous permettre de faire un truc propre ou pas? Hop, on va doubler. Hop, on va avoir quelque chose qui ressemble à ça. Donc sur le gold, on aurait ce canal
haussier là qui est en train de se dessiner. Donc très probablement, hein, là, suite à cette correction qui s'est initiée, puisque là, on a un tout petit triangle qui a été cassé par le bas, on devrait assister à quelque chose, voilà, de comme ceci. Et ensuite d'une nouvelle vague impulsive avec une consolidation. Donc ça c'est le scénario le plus probable puisqu'on est dans un gros cycle de hausse sur le gold. Donc je vais vous montrer ça en journalier parce que c'est intéressant. On a une figure chartiste. Alors du coup là il y a tous les traits qui se sont tracés. Bon c'est pas grave. Hop hop. Je vais vous faire quelque chose de propre. Donc on a une figure de chartiste qui est assez intéressante. Je vais vous en présenter une autre sur le CAC 40 juste après parce que ça vaut le coup d'œil. Alors pendant que j'essaie de essayer de la trouver cette figure pendant que je recadre tout ça. Donc vous voyez, on a un très joli triangle comme ceci. Donc ce triangle il a été cassé par le bas et d'un point de vue purement chartiste, on prend tout simplement l'amplitude entre le haut et le bas du triangle. Et ensuite, cette amplitude, on vient la reporter sur le niveau de cassure et ça nous permet de fixer un objectif. Donc, est-ce que ça veut dire que cet objectif va être touché? On n'en sait rien du tout. C'est simplement, voilà, ça nous permet de fixer des objectifs et de savoir que si les cours dévissent jusqu'à cette zone-là, en principe, ça devrait être ce qu'on appelle le mouvement de balançoire, du balancier. Le mouvement de baisse maximale devrait être autour de cette zone-là. Après, ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est de faire une analyse croisée, c'est que cet objectif, il coïncide plus ou moins avec l'ancienne zone de résistance qui est ici, je vous la trace, et qui va devenir support. Donc là, vraiment, on a une convergence à cet endroit-là. Hop, qui va faire que ceux qui jouent la figure chartiste à la baisse ici, ils vont probablement racheter leur short dans cette zone-là. Ceux qui jouent la tendance long terme et qui veulent acheter de l'or à bon prix, ils vont attendre que les cours, tout simplement, viennent chercher cette ancienne résistance qui devient support. Donc cette zone-là, c'est pour cette raison que si les prix arrivent jusqu'à cette zone-là, ce sera une zone où il y a beaucoup d'acheteurs qui vont s'intéresser à l'or et qui vont commencer à en accumuler, et où il y a beaucoup de vendeurs à court terme qui vont se dire, ok, bon bah ça y est, le potentiel de baisse à court terme il est terminé. Donc si on arrive jusqu'à ces niveaux là sur l'or là au cours des prochaines semaines, ce sera à mon sens une zone très intéressante pour en accumuler sur du long terme. Ou tout simplement voilà, si vous voulez renforcer vos portefeuilles passifs qui ont de l'or ou pour quelque raison que ce soit, ce sera quelque chose d'intéressant. Je repasse en hebdomadaire. Je vais enlever un petit peu tous ces traits pour que vous ayez, parce que je vais vous le comparer à l'argent maintenant. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc retenez la tête de ce graphique sur le gold et surtout la proportion de cette baisse par rapport à la petite consolidation ici. Maintenant regardez, boum, je passe sur l'argent. Est-ce que vous regardez, vous identifiez un petit peu la différence de volatilité? Là, on a vraiment eu quelque chose qui allait chercher beaucoup plus fort, beaucoup plus vers le bas. Effectivement, l'or et l'argent et les métaux précieux sont une classe d'actifs où forcément tous les actifs sont corrélés les uns avec les autres. On a cette petite pattern là, comme ça, ce petit triangle qui a été effectivement cassé par le bas et on a été chercher la moyenne mobile à 20 semaines ici là. Et on a tout simplement un mouvement sur l'argent qui a débuté... c'était en juillet 2020, donc beaucoup plus tard que sur l'or, mais par contre il est monté en flèche très rapidement. Ça, c'est ce qui arrive sur les sous-catégories, sous les sous-actifs. On a, en général, par exemple, on a le Bitcoin. Le Bitcoin va être la classe d'actifs la moins volatile des cryptos, probablement la plus liquide à travers le temps. Et c'est celle qui va lancer les marchés haussiers, ou en tout cas les gros signaux en priorité. Et les fins de marché haussiers... aussi, pas en priorité, mais en avance de tout. Ce sera l'indicateur, le leader. C'est sur le gros actif d'une certaine classe d'actifs, le leader d'une classe d'actifs, qu'on va timer les débuts de marché haussier, les fins de marché haussier.
Là, sur l'or, c'est exactement pareil. On a timé un début de marché aussi qui a remonté beaucoup bien avant le silver. Est-ce qu'on est sur la fin d'un marché haussier sur le gold? Absolument pas. Il n'y a pas de signaux de retournement de tendance. Et ce qu'il est intéressant de remarquer, c'est que les sous-actifs, hein, les actifs secondaires des métaux précieux, sont en général beaucoup plus volatiles que l'actif leader. Et là, on le voit terriblement avec l'argent. Vous voyez que cette semaine, on a retracé de l'ordre de moins 20%, alors que sur le gold, on a retracé de l'ordre de, hop, moins 5%. Donc vous voyez qu'on est sur une classe d'actifs, l'or est quasiment 4 fois moins volatile que le silver. Donc si vous devez investir sur des métaux précieux, il faut comprendre que si vous investissez sur le silver, vous aurez 4 fois plus d'amplitude de fluctuation. Alors peut-être pas 4 fois, là la baisse était 4 fois supérieure, mais globalement elle sera facilement 2,5 fois supérieure l'amplitude de hausse comme de baisse sur l'argent comparativement à l'or. Donc il faut être capable de comprendre ça. Il faut être capable aussi de comprendre que les mouvements de hausse et de baisse, ils surgissent de nulle part. Ils sont beaucoup plus brutals hein, sur l'argent. Vous voyez que c'est le marché haussier s'est enclenché le 20 juillet 2020, alors que sur l'or, je repasse sur l'or. Allez. On a eu un mouvement qui était beaucoup plus long et régulier et il s'est enclenché pendant l'été 2019, hein, en juin 2019. Donc on a beaucoup plus de lisibilité, de clairvoyance sur les leaders des classes d'actifs et c'est pour ça que je vous recommande de manière générale, si vous voulez faire de la spéculation, si vous avez la possibilité, c'est de choisir les leaders des classes d'actifs, comme ça vous avez moins de volatilité, plus de liquidité, les mouvements partent mieux, ils sont beaucoup plus lisibles, on peut les prendre plus tôt, on peut sortir avec moins de contraintes en redonnant moins au marché et c'est exactement ce qui se passe sur le gold par rapport au silver, c'est exactement ce qui se passe sur le bitcoin par rapport à pas mal d'autres cryptos. Donc voilà, encore une petite leçon pour vous permettre de progresser en bourse et en spéculation. Allez, je fais un petit détour très rapide sur le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Pourquoi? Parce qu'on a un magnifique triangle là qui s'est formé. Et je vous expliquais au cours des derniers mois que comme on était tout simplement dans un énorme range et qu'on avait encore un potentiel de hausse avec un gap à combler, que si et seulement si on cassait par le haut de ce triangle, on allait très probablement combler ce gap mais en ligne droite. Et là ce qui s'est passé, boum, c'est qu'on a cassé par le bas. Donc je vais vous passer ça en journalier, vous allez voir, on a vraiment un très joli triangle chartiste, c'est assez rare de voir des choses aussi propres et belles sur les indices. Donc on a tapé à de nombreuses reprises le haut et le bas et les fluctuations, la volatilité s'est resserrée. Ce qui fait que quand on casse dans une direction ou dans une autre, après qu'on ait eu un resserrement de la volatilité, une contraction de la volatilité aussi forte, eh bien en général, hein, ça libère un mouvement d'une ampleur qui est assez prononcée. Donc la zone de support, hop, je vous la mets, elle est ici. On en a une ici et une ici. Donc on verra comment va se comporter le CAC 40 au cours des prochaines semaines. Mais en tout cas, si les indices américains dévissent un petit peu, ils commencent, s'ils sont un petit peu chahutés, le CAC 40, lui, il devrait amplifier d'autant plus cette baisse parce que vous voyez, contraction de volatilité, extension de volatilité. Et quand l'extension de volatilité se fait dans une direction et que c'est la panique, parce que si sur les marchés américains on a un petit choc de volat et que ça part sur du moins 5, moins 8%, sur le CAC 40, on devrait très facilement aller chercher du combien. Alors hop, on va regarder en termes de pourcentage, ça représente du moins 8 à hop, du moins 8 à moins 20%. Donc on peut aller chercher très bas assez rapidement sur le CAC 40. C'est quelque chose qui serait, à mon sens, hein, je pense que ça va amplifier. Le CAC 40 sera une amplification de ce qui peut se passer sur le marché américain au cours des prochaines semaines si ça part vers le bas. Allez, analyse du SP500, on commence par le graphe du SP500 en hebdomadaire. Donc vous le voyez, cette semaine, on a été chercher assez bas, puis on est revenu ici. Donc on a une semaine neutre, mais avec une tentative d'incursion baissière. Donc ce graphique en hebdomadaire, je vous avais tracé la semaine dernière tout simplement la zone de support ici, hein, qui correspondait à cette boîte là, cette consolidation qui avait été cassée par le haut. Là, on revient par le bas.
tester tout simplement l'ancienne résistance qui est un support. Vous voyez aussi que entre les bandes de Bollinger, c'est là où évoluent la plupart du temps les cours de bourse. En plein milieu, on a ce qu'on appelle une moyenne mobile à 20 bars, donc à 20 semaines, qui sert de support dynamique. Donc ce support dynamique, il est en convergence avec le support horizontal ici, et vous le voyez, cette semaine en hebdomadaire, on est vraiment allé chercher le bas ici, enfin toucher ce support avant de revenir ici. Donc le scénario le plus probable là actuellement, c'est tout simplement hop, une consolidation dans ce sens-là. Après, bien entendu, on peut partir sur un choc de volatilité et partir directement sur ce support-là. Vous le voyez, quand on est dans une période de range, on est dans un énorme range depuis 2020. La nervosité, elle est assez importante et cette nervosité, elle est en général directement drivée par des news macroéconomiques qui vont orienter à court terme la tendance. Donc des mouvements de panique ou des mouvements d'euphorie qui vont être sur des unités de temps à très court terme, c'est-à-dire ça va se faire sur quelques semaines et rarement quelques trimestres. Donc voilà, il y a Trump qui balance un tweet, je sais pas, il y a la BCE qui prend une décision, le FMI qui s'exprime et boum, les marchés peuvent partir pendant 1, 2, 3 semaines dans un sens ou dans un autre. Donc l'analyse technique nous permet de trouver les points de retournement, les points où justement quand ça part dans un sens, ça doit être stoppé plus ou moins sur ce niveau-là. Donc là, c'est ce qu'on avait identifié la semaine précédente. Est-ce que ce niveau-là va tenir? On le verra cette semaine. S'il y a une nouvelle annonce ou quelque chose qui se passe, on peut très bien aller casser très rapidement et aller chercher le prochain support. Pourquoi? Encore une fois, parce qu'on est dans une période sans réel consensus. Si on était dans un très beau marché haussier, qu'est-ce qui se passerait? Toutes les mauvaises nouvelles macroéconomiques seraient complètement étouffé par le marché. Le marché n'en prendrait guère possession, ne s'exprimerait pas dessus et garderait son fil conducteur qui est la hausse, l'optimisme et voire même l'irrationalité. Dans un marché baissier, c'est un petit peu pareil. Toutes les bonnes nouvelles, on les oublie et on amplifie les mauvaises nouvelles. C'est la panique, tout le monde a peur et dès qu'on entend quelque chose qui réveille cette émotion instinctive d'autodéfense et de peur, on revend ses actions pour se protéger et surtout se libérer de ce sentiment de douleur. Dans un marché en range, c'est un petit peu différent. Dans un marché en range, on va autant prendre les bonnes nouvelles que les mauvaises nouvelles, ce qui entretient cette volatilité et ces fameuses parties de ping-pong dont je vous parle toujours, encore et encore. Alors là, dans cet énorme range, on a une grande vague de hausse, effectivement, qui a débuté en avril, après le crack Corona. Et là, on arrive en haut du range, donc là on s'attend davantage simplement à ce que la partie de ping-pong elle reparte vers le sud. Seulement pour le moment, il n'y a pas de convergence de news macroéconomiques mondiales qui pourrait partir sur ce scénario-là. On n'a pas tous les pays du monde qui repartent sur un reconfinement. L'économie, elle n'a pas autant douillé que ça à court terme en tout cas. Donc c'est pour ça que moi mon scénario c'est davantage en range dans les niveaux actuels où on peut même aller chercher la zone des 3000 points mais l'idée c'est quand même que on consolide, on se mette enfin à consolider avant qu'on reparte dans la tendance de fond qui, je vous le rappelle, est haussière. Si vous regardez un petit peu sur des unités de temps supérieures, le mensuel, on est dans un marché haussier. On a eu un choc de volatilité ici en décembre 2018, ici en mars, donc février-mars 2020. Donc on a eu un gros range de volatilité. Et là, on est en train de repartir dans un marché haussier. À aucun moment on est rentré dans un marché baissier. À aucun moment. La seule crainte, c'était à ce niveau-là, si on cassait ce support mensuel, support qu'on n'a jamais cassé. Après, comme je vous l'expliquais dans une vidéo privée du mois d'août, ce marché est très largement drivé à la hausse, tiré par des leaders qui sont surreprésentés sur le Nasdaq. Alors, le Nasdaq, je vous le montre, vous le voyez, le graphe est différent. Le Nasdaq en mensuel, on est clairement dans un mouvement qui est très fort, qui s'annonce comme être parabolique au cours des prochains mois. Et là, on est dans un mois ici de septembre, qui est un mois de pause. Historiquement, statistiquement, le mois de septembre est l'un des pires mois de l'année en bourse. C'est le mois qui enregistre le moins de performance. Donc là, on est en plein dans ces stats, mais ce qu'il faut regarder, c'est pas juste la statistique et juste une barre. Il faut regarder dans quel contexte ce mois de septembre est en train de s'exprimer. Donc,
Comme je vous le disais la semaine dernière, les FANG, les FANG mag, enfin voilà, vous pouvez en ajouter autant que vous voulez. Les valeurs technologiques qui représentent notre époque d'aujourd'hui, celles qui ont pris le leading, c'est elles qui drivent le marché. À mon sens, elles ont encore un très fort potentiel de hausse parce qu'on est en train de rentrer dans une irrationalité qui est proche de celle des années 98, 99 et 2000. Encore une fois, référez-vous à la vidéo privée du mois d'août pour ça, je vous avais expliqué tout ça en détail. Et voilà, tout simplement, le SP500 est à la traîne parce que c'est un indice qui est beaucoup plus lourd, il est moins surreprésenté par les valeurs technologiques. Donc lui, le SP500 n'a pas réussi à complètement pulvériser son dernier plus haut historique et on est en train justement d'effectuer la fameuse zone de pause de correction sur le Nasdaq et bien là sur la résistance du range du SP500. Donc il y a, voilà, comme je vous l'ai montré, il y a deux supports. En hebdomadaire, on l'a touché, c'est le bas de la mèche ici, mensuelle. Et l'autre, autour des 3000, vous voyez, c'est la bande de Bollinger, la moyenne mobile à 20 bars en mensuel, autour des 3000. Donc, je vous repasse ça en hebdomadaire pour que voilà, ce soit bien clair. Les deux scénarios les plus probables à mon sens, c'est soit on vient chercher ici la zone des 3000, vous voyez on a une zone de support qui est graphique mais qui correspond aussi au support dynamique de la moyenne à 20 mois en mensuel, ou tout simplement ici cet autre support qui est purement visuel, horizontal et qui correspond lui aussi à la moyenne à 20 semaines du SP500. Donc le scénario le plus probable, à mon sens, c'est ma vision des choses, c'est ça, et j'ai une vision qui reste optimiste et haussière malgré ce qui se passe dans le monde entier. Ça fait depuis 2009 que je suis haussier sur les marchés financiers, c'est pas parce que je suis complètement taré, c'est pas parce que ma boule de cristal est particulière, c'est simplement parce que j'analyse la psychologie des foules à très court terme, à moyen terme et à long terme. Et j'emboîte, ça fait un Lego qu'on emboîte, et une fois qu'on a emboîté toutes les pièces, force est de constater ce qui se passe. Et c'est l'analyse que j'essaie de faire avec vous. Alors il y en a qui restent ancrés sur leurs croyances et sur leur perception du monde. L'idée c'est de faire un pont entre vos croyances et c'est la réalité des cycles et des marchés avec cette vidéo hebdo. Moi, vous voyez, les marchés ils seraient baissiers, on aurait cassé le support là. Je serais en train de vous parler de scénarios de crack, de panique, mais ce n'est pas du tout le cas. Donc c'est pas un avis personnel, c'est vraiment une analyse assez objective des marchés. En tout cas, une analyse qui se veut la plus objective possible en faisant des corrélations avec d'autres indices, en essayant de comprendre ce qui se passe, pourquoi ça se passe comme ça. Et à mon sens, c'est comme ça qu'on doit. Enfin, vous n'avez pas d'autre choix en fait sur les marchés que de développer cette façon de voir les choses. Parce qu'à partir du moment où vous essayez de voir des choses qui n'existent pas, où vous essayez d'avoir raison, vous mettez votre casquette de joueur de casino sur le marché. Alors que quand factuellement, il y a des données, il y a des stats, il y a des espérances de gains, il y a des occurrences, et que vous savez analyser et prendre vos décisions uniquement en vous basant sur ces choses-là et non sur vos émotions et vos croyances, c'est là où vous faites toute la différence. Et la différence, c'est de ne pas l'avoir raison plus d'une fois sur deux. Même en ayant raison moins d'une fois sur deux, vous pouvez faire un énorme carton sur les marchés financiers. La différence, ça va se faire sur le type d'actif que vous allez mettre en portefeuille. C'est-à-dire, il faut que cet actif, il a un énorme potentiel à la hausse. Par exemple, Air Liquide, potentiel de hausse à long terme. Très probablement, c'est une action qui a beaucoup de potentiel à la hausse, mais si vous comparez du Air Liquide à du Bitcoin, le potentiel à la hausse du Bitcoin, il est énormissime. Alors, bien entendu, le potentiel de faillite du Bitcoin est bien plus présent que sur Air Liquide. Mais voilà, après, c'est une question de money management. Vous n'allez pas mettre 100% de votre portefeuille ou 50% sur Air Liquide. Mais si vous devez monopoliser 50% de votre portefeuille sur un actif, à mon sens, même si cet actif est jugé comme être sans risque, si finalement il se met à exploser, si on a une situation hors du commun, comme un petit peu ce qui s'est passé cette année avec le Covid, ces 50% ils explosent, ils n'existent plus. Alors que si vous assumez totalement le risque, vous savez que par exemple le Bitcoin il peut faire faillite, vous allez mettre 2, 3, 4% de votre portefeuille dessus, vous savez que vous pouvez à tout moment faire faillite, mais la contrepartie, c'est que vous pouvez faire x2, x3, x10 cet investissement. Et vous voyez qu'on a cette asymétrie mathématique qui fait qu'on est conscient du risque, on le comprend, on l'accepte,
c'est pas on le tolère, c'est vraiment on l'embrasse. Mais par contre, en faisant des petits paris avec un très très fort potentiel comme ça régulièrement et à long terme, tout au long de notre vie de spéculateur et d'investisseur, bah, c'est là où par la force des choses, on va se retrouver sur des actifs qui vont avoir des gros accidents positifs de richesse et donc notre compte à nous aussi. Allez, avant nous de quitter, je vous rappelle cette énorme nouveauté que je vous propose, que je propose à la communauté. Je ne sais pas si je vais faire ça pendant longtemps. C'est de vous envoyer un email quasi quotidien. Donc lundi, mardi, jeudi, vendredi, je vais essayer de tenir le rythme pour vous communiquer un maximum de mon univers et que ça vous permet de vous recabler complètement pour penser tout simplement comme un investisseur professionnel, un spéculateur professionnel. Cette semaine, je vais essayer de vous parler de quoi? Alors ce que j'ai mis... j'aimerais vous parler de quoi? Alors c'était... Excusez-moi, le compte bancaire d'un trader d'élite, il faut que j'écrive là-dessus. J'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau phénomène qui est la bouilloire qui est en train à nouveau de s'abattre sur le marché francophone. Je vais vous parler de stratégie sur dividende. Bref, j'ai pas mal de sujets là, sur lesquels je dois écrire. Je vais vous faire des trucs qui, je l'espère, vous permettront de reconsidérer. L'idée, c'est un petit peu de casser la pensée populaire et de vous faire rentrer dans la tête d'un trader professionnel pour vous faire comprendre que l'idée, c'est de penser à l'inverse des foules. C'est-à-dire qu'à chaque fois que quelqu'un pense comme il pense dans votre entourage, c'est représentatif de la pensée populaire et de la meute. Le trader, son job, c'est de comprendre tous les mécanismes de cette pensée et d'aller à l'opposé, de penser différemment. Donc, il doit tout comprendre et il doit créer un mécanisme qui va prendre tout le monde à défaut. Donc, ça va être vraiment l'objectif de ces emails quotidiens et vous allez voir, ça fait du bien, ça rafraîchit, ça va être des choses qui vont un petit peu sortir de l'ambiance négative de ce qui se passe dans les médias et de refocaliser vos pensées, vos émotions sur des choses qui sont concrètes, qui sont réelles et qui ne sont pas uniquement basées sur la panique, la peur, le coronavirus, la fin du monde des marchés financiers. C'est pas forcément des emails qui seront optimistes, mais au moins ils seront réels quoi.